Bonjour. Dans cette dernière séance du cours, je traiterai un sujet relativement difficile, celui de l'assurance et des modèles formels. D'abord en général, ensuite plus particulièrement pour les protocoles de sécurité que nous avons étudiés la semaine dernière. Je commencerai par quelques remarques générales sur l'assurance. Comme vous le savez, pour tout système informatique, on peut s'intéresser à sa spécification, on peut aussi s'intéresser à sa mise en œuvre et au problème de la correction de cette mise en œuvre par rapport à la spécification. En sécurité informatique, nous avons un vocabulaire particulier. La spécification s'appelle une politique de sécurité. L'implantation est constituée d'un ensemble de mécanismes de sécurité, puis le problème de la correction et le problème de l'assurance. Pourquoi correction? Pourquoi assurance? Parfois en sécurité, en fait, on tente de se passer de correction et plutôt garantir ou tenter de garantir la sécurité par l'obscurité, security by obscurity, ce qui veut dire qu'on tente de cacher de l'attaquant un certain nombre de détails de la politique de sécurité et de détails de la mise en œuvre du système. Par exemple, dans les filtres contre le spam, on ne publie pas les règles de filtrage, ou on ne publie pas complètement pour qu'il soit plus difficile pour les spammers de les contourner. De même, dans les systèmes de censure, comme le grand firewall chinois, la spécification du firewall n'est pas publique, sinon il serait trop facile de la contourner. Par ailleurs, des chercheurs ont, depuis la création du firewall, tenté de deviner comment fonctionne le firewall avec un certain succès. Dans les jeux vidéo, par exemple dans les consoles comme Xbox, les spécifications du système de sécurité ne sont pas publiques, ce qui entrave un peu les hackers qui voudraient casser ces consoles. Enfin, dans les systèmes militaires, il est très courant que les détails des systèmes ne soient pas publiés. Par exemple, dans le livre d'Anderson, il explique que dans des installations nucléaires, les détails du système d'alarme et de réponse à alarme sont gardés secrets pour rendre plus compliqués les actes de sabotage éventuels. Donc, il arrive que cette obscurité, security by obscurity, peut être utile, tout au moins temporairement, et en combinaison avec d'autres dispositifs de sécurité. Bien sûr, dans le Xbox, il y a quand même des mécanismes de sécurité assez costauds, même si on ne les publie pas. Mais en général, security by obscurity n'est pas toujours très attirant et un point de vue assez fragile, parce qu'en général, les attaquants réussissent à connaître assez de détails sur les politiques de sécurité et sur leur mise en œuvre, ce qui mène à Shannon à énoncer son célèbre principe que l'ennemi connaît le système. C'est un principe qui généralise, si l'on veut, le principe de Kharkov que nous avons rencontré en cryptographie il y a quelques semaines. Par exemple, typiquement, on doit supposer que l'attaquant sait comment fonctionne le chiffrement et le déchiffrement et on doit garantir la sécurité de chiffrement et de déchiffrement même dans ce cas-là. Plus généralement, la sécurité d'un système ne doit pas dépendre du secret de sa spécification ou de son implantation. Il faut vraiment que les politiques de sécurité soient appropriées et que leur mise en œuvre soit correcte. Ce qui, comme vous l'avez vu tout au long du cours, est parfois très délicat. Il y a un grand nombre de systèmes de sécurité où les politiques de sécurité ne sont pas tout à fait étanches et où les mises en œuvre de ces politiques de sécurité ont des trous. Parfois des trous qui peuvent sembler très petits, mais qui peuvent être exploités de manière catastrophique par les attaquants. D'où, le long des années, nous avons développé un certain nombre de techniques, de stratégies pour l'assurance. Tout d'abord, au contraire de security by obscurity,
on mise généralement sur des spécifications ouvertes qui peuvent être lues et critiquées par de grands nombres d'experts, avec l'espoir que ceci mènera à des améliorations. Parfois, on mise aussi sur open source, avec l'idée que ça peut mener à du code plus solide. Ce point de vue est un petit peu controversé. Il y a des expériences qui vont dans les deux sens. On voudrait aussi avoir des spécifications et des preuves de sécurité et des tests qui vérifient la sécurité du système, bien que ceci soit assez difficile parce qu'il est difficile de prévoir toutes les actions des attaquants et de tester tous les cas qui pourraient se présenter. Certaines des techniques d'assurance ne concernent pas les propriétés intrinsèques des systèmes, mais plutôt les processus qui entrent en jeu dans leur construction. Par exemple, on pourrait vouloir garantir que chaque ligne de code d'un système soit lue soigneusement par au moins 3 programmeurs et que ces programmeurs aient un entraînement approprié. Au-delà de l'assurance, on peut aussi vouloir la certification qui est faite par des tiers, parfois des tiers qui sont payés par les compagnies ou autres entités qui produisent les systèmes, ce qui crée un problème de motivation, ce qui peut mener à des conflits d'intérêts dont Anderson parle un peu dans son livre. Toutes ces stratégies, toutes ces techniques sont d'autant plus viables que les systèmes sont relativement simples. Les systèmes compliqués, en fait, n'ont aucune chance d'être sûrs. Ce qui mène à l'idée du Trusted Computing Base, ou TCB, qui est un noyau d'un système théoriquement simple et pour lequel on pourrait éventuellement faire des spécifications, des preuves ou mettre en place d'autres techniques d'assurance. Donc le TCB, c'est l'ensemble du matériel informatique, du logiciel et des données de configuration d'un système informatique dont dépend la sécurité de ce système. Par exemple, typiquement, de grandes parties d'un système d'exploitation seront dans un TCB, alors que des applications pour faire des petits jeux ne le seront pas. C'est donc la partie qui doit être correcte pour que le système marche de façon sûre. C'est aussi un petit peu paradoxalement la partie qui peut sembler ne pas obéir à la politique de sécurité. Par exemple, dans les systèmes à base de modèles de flux d'information que nous avons décrits il y a quelques semaines, nous avons vu que les programmes qui gèrent les mots de passe traitent des informations secrètes et donnent des résultats publics, ce qui semblerait en contradiction avec la politique de sécurité de flux d'information. Mais ces programmes font partie du TCB, ils sont fiables, et donc on permet cette déviation, cette exception à la règle. En théorie, idéalement, le TCB devrait être défini précisément, devrait être assez petit et assez simple, et on pourrait espérer qu'alors il soit possible de spécifier, le tester, même le vérifier. C'est une idée qui remonte au moins au travail de Rocheby en début des années 80. En pratique, depuis, on a surtout vu des TCB qui sont beaucoup trop gros, où on fourre toutes sortes de codes avec des propriétés diverses dans le TCB, tout simplement parce que c'est plus simple. C'est plus simple pour les producteurs de systèmes de mettre le code dans le TCB, puisque là, le code pourra ne pas obéir à la politique de sécurité. Et ainsi, les TCB deviennent gros et peu fiables. Le cas typique est celui des device drivers, des pilotes pour des bouts de matériel informatique comme des claviers ou des souris, qui se retrouvent très souvent au sein des systèmes d'exploitation, alors qu'ils pourraient aussi tourner en user mode, où ils seraient moins dangereux. D'où un certain nombre d'attaques deviennent possibles.
j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais ça semble plausible, qu'il y avait un groupe de dissidents vietnamiens qui étaient assez sérieux et assez compétents en sécurité, qui par exemple se servaient de bons mécanismes de chiffrement, mais qu'ils avaient eu l'imprudence d'installer des drivers pour les claviers vietnamiens. Or, le gouvernement vietnamien aurait pu introduire du code dans ces drivers pour les claviers qui aurait compromis la sécurité des dissidents. Bien sûr, impossible de vérifier si c'est tout à fait comme ça, mais du point de vue technique, ce type de manœuvre est tout à fait possible. Dès qu'un driver est compromis, tout le système est en danger, si les drivers font partie du TCP. Donc, j'ai mentionné brièvement les modèles formels et les preuves de sécurité. Dans ce qui reste de la séance, je vais me concentrer sur ces sujets, tout d'abord en général, mais plus particulièrement pour les protocoles de sécurité. Et Bruno Blanchet fera une petite démo d'un outil de preuve vers la fin du cours. Il y a énormément, bien sûr, de travaux sur des méthodes pour spécifier les systèmes et pour en vérifier la correction dans des systèmes embarqués pour des avions, pour des trains, pour des logiciels divers. Et on pourrait espérer qu'en utilisant ces méthodes générales qui ont eu un certain succès dans d'autres domaines, on pourrait améliorer aussi la sécurité. Or, la sécurité a quelques caractéristiques bien spécifiques qui influencent comment et où on peut faire des modèles efficaces et des preuves. D'une part, par prudence, nous voulons avoir des garanties de sécurité, même avec des hypothèses très faibles sur les attaquants. Nous devons supposer que les attaquants pourront peut-être être chanceux, qu'ils seront puissants ou persistants. Dans le cadre des protocoles de sécurité, nous supposons parfois qu'ils contrôlent le réseau et qu'ils peuvent intercepter tout message qui part sur le réseau, ce qui est parfois un peu pessimiste, mais il est raisonnable d'être prudent à ce sujet. On peut aussi supposer dans ces protocoles qu'un attaquant pourrait parfois deviner ou obtenir par un autre moyen une clé de session, et nous tentons d'en minimiser les conséquences néfastes, typiquement en assurant que d'autres clés de session sont indépendantes de la clé qui est devinée. Comme ça, la sécurité du système n'est pas complètement cassée dès que l'attaquant a deviné une clé de session. On suppose aussi, comme dans l'attaque sur le protocole de Denning-Sacco la semaine dernière, qu'il se pourrait qu'un acteur du système soit malhonnête. En outre, nous devons considérer des attaques qui se placent en dehors du cadre de nos modèles. Dans son séminaire, Adi Shamir a par exemple parlé d'attaques contre des techniques cryptographiques qui sont mathématiquement parfaites, mais qui opèrent en observant la consommation de courant des ordinateurs qui font le chiffrement à l'aide de chiffrement. De même, dans le cours, nous avons vu que même pour des systèmes qui sont bâtis en utilisant des langages de programmation sûrs, avec de bonnes garanties grâce à des systèmes de type notamment, il est parfois possible de monter des attaques de plus bas niveau qui contournent le système de typage. En revanche, puisque les attaquants sont si puissants, nous ne exigeons pas une correction parfaite, mais nous nous contentons de propriétés plus simples et plus rudimentaires, notamment l'authenticité et la confidentialité. Par exemple, quand nous consultons une agence de voyage sur le web, nous voudrions bien entendu que les réponses de cette agence soient aussi utiles que possible. Mais cette propriété, bien qu'intéressante, concerne d'autres parties de l'informatique, non pas la sécurité. En sécurité, nous exigeons pourtant que les réponses viennent bien de l'agence et que personne d'autre ne puisse les voir.
Donc, ces caractéristiques mènent à des modèles un peu différents des systèmes, avec des hypothèses très faibles donc, sur le contexte de ces systèmes, et à des preuves de type de propriété assez étroites, assez spécifiques. Pour revenir donc au protocole de sécurité, je vous rappelle d'abord le fonctionnement du protocole White-Mouth Frog que nous avons vu la semaine dernière et qui sera mon exemple principal aujourd'hui. C'est un protocole tout simple d'échange d'une clé partagée. Nous avons deux acteurs A et B qui souhaitent communiquer. A invente une clé K qui sera une clé de session partagée par A et B. A l'envoie à un serveur S chiffré sous une clé partagée K à S, accompagnée d'une estampille TA. S la fait suivre à B, accompagnée d'une estampille TS et chiffrée sous une clé KBS. Et par la suite, A et B peuvent utiliser cette clé K pour chiffrer ou construire des max pour leur message. Je vous ai dit la dernière fois, et je vous ai montré dans au moins un exemple, qu'il est souvent très utile de comprendre ce que les messages des protocoles veulent dire, et que ceci peut mener à la découverte d'un certain nombre d'attaques et aussi à la conception de protocoles plus solides. C'est aussi le point de départ d'une méthode pour analyser ces protocoles. Dans le cas du protocole WMF, la signification du premier message, celui de A vers S, est que la clé K est une bonne clé pour A et B autour de TA. La signification du deuxième message, celui de S vers B, est que A dit que K est une bonne clé pour A et B autour du temps TS. Ces interprétations des messages sont bien sûr très floues. Cette idée que K est une bonne clé n'est pas très précise, évidemment. Être une bonne clé peut comprendre, entre autres, être généré avec un bon générateur de nombres aléatoires et ne pas être divulgué sur Internet. Mais même avec une interprétation si floue, ces significations sont bien utiles pour éviter des erreurs et aussi pour comprendre le protocole. Ce point de vue mena, il y a très longtemps, fin des années 80, à une première approche logique pour expliquer ces protocoles d'authentification. Dans cette approche que j'esquisserai brièvement, on remplaçait les messages par des représentations formelles, logiques de leur signification. Par exemple, le premier message de A vers S était remplacé par un énoncé qui disait que A est une bonne clé pour, que K est une bonne clé pour A et B. Ensuite, on posait des hypothèses. Les hypothèses pouvaient par exemple inclure que S croit que KS est une bonne clé pour A et S, ce qui exprime que S connaît la clé partagée avec A. Aussi que S croit que l'estampille TA est fraîche, ce qui exprime la synchronisation des horloges entre A et S. Ou encore que B croit que A contrôle si K est une bonne clé pour A et B, ce qui veut dire que B est prêt à accepter une assertion de A qui dirait que K est une bonne clé. Et en effet, dans le protocole WMF, A est responsable pour l'invention de la clé, ce qui n'est pas vrai dans d'autres protocoles, comme le protocole de Krautschwig que nous avons vu la semaine dernière. Ensuite, nous raisonnons avec quelques règles générales. Par exemple, une des règles pourrait dire que si B croit que A contrôle une assertion et que B croit que A dit cette assertion, alors B croit l'assertion. Et en raisonnant sur les messages et les hypothèses, en utilisant ces règles générales, nous pouvons obtenir pour WMF qu'à la fin du protocole, A croit que K est une bonne clé pour A et B, et de même, surtout, B croit que K est une bonne clé pour A et B. Cette approche a eu un certain succès. Elle a été utile pour trouver un certain nombre de points délicats et d'erreurs dans un certain nombre de protocoles d'identification. Elle a servi à expliquer des protocoles, leurs hypothèses, leurs conclusions,
Elle a été très utilisée vers cette époque-là. On peut pourtant lui reprocher, et raisonnablement, que cette approche n'a pas un lien très net, très précis, avec des modèles plus opérationnels, plus concrets du comportement des protocoles, et que, une fois qu'on s'éloignait des protocoles de base pour échanger de clés de session, elle devenait quelque peu ad hoc. Ces reproches sont tout à fait raisonnables. Elles ont été en partie... on a tenu compte dans le développement ultérieur de logiques qui ressemblent à cette logique d'identification, notamment la logique PCL, Protocol Composition Logic, qui a été développée par Mitchell et ses co-auteurs. Depuis, il y a eu un grand nombre d'autres approches qui ont tenté de faire mieux ou qui ont fait mieux à un certain nombre d'égards. D'une part, des approches informelles mais rigoureuses qui utilisent des probabilités et qui définissent et étudient soigneusement la complexité calculatoire des attaques. D'autre part, des approches formelles, par exemple certaines qui utilisent des prouveurs de théorèmes comme les outils Coq ou Isabelle, ou des model checkers qui explorent des espaces d'état finis comme FDR, ou encore des approches qui se basent sur les langages de programmation et leurs théories et qui s'appuient sur des techniques comme le typage ou d'autres analyses statiques pour prouver des propriétés de sécurité. Et ces dernières approches que je vais décrire un peu plus précisément dans le reste du cours d'aujourd'hui, bien que les autres approches soient aussi intéressantes, et bien qu'on peut toujours débattre pour chaque protocole et chaque propriété de sécurité, quelle est l'approche qui mène au meilleur résultat. Par exemple, les approches qui donnent des garanties probabilistes sont très fines, mais parfois elles demandent davantage de travail. Et est-ce que ça vaut la peine? La réponse n'est pas uniforme. Donc, s'il y a tant d'approches qui marchent bien finalement, c'est que, en fait, les protocoles de sécurité sont relativement faciles à analyser et casser. C'est franchement ça qui se passe. Et donc, à peu près n'importe quelle approche un peu rigoureuse sera utile pour trouver au moins quelques erreurs et suggérer au moins quelques améliorations. Un certain nombre des erreurs sont liées à l'usage de la cryptographie, comme nous l'avons vu la dernière fois, mais ne sont pas dépendantes des détails de cette cryptographie. Par exemple, pour les attaques que j'ai esquissées la dernière fois, les détails du chiffrement RSA ou AES n'entraient pas du tout en jeu. Les attaques étaient bien plus génériques. D'où, pour la conception, l'implantation et l'analyse des protocoles de sécurité, un point de vue assez abstrait sur la cryptographie est souvent assez pratique et plus facile à utiliser qu'un point de vue plus concret où on détaillerait tous les aspects des algorithmes de chiffrement. Certains des problèmes des protocoles, par ailleurs, n'ont même rien à voir avec la cryptographie, c'est juste des ambiguïtés typiques dans tout système concurrent, dans tout système avec plusieurs composantes qui marchent en même temps. Par exemple, dans leur analyse du protocole SSL, Wagner et Schneier ont remarqué que la spécification contenait un certain nombre d'ambiguïtés. Par exemple, il n'était pas clair dans quel ordre certains messages, celui pour changer de spécification de chiffrement et celui pour terminer un handshake, comme nous avons vu la dernière fois, devaient être envoyés. Ce type d'ambiguïté est quand même assez simple à éviter si on utilise des méthodes un peu plus rigoureuses pour spécifier et pour analyser les protocoles. Donc, pour aller plus loin, pour développer une approche à base de langage, je vais encore une fois considérer le protocole WMF, mais là, je vais
mettre de côté pour quelques minutes l'utilisation de la cryptographie, et pour la réintroduire plus tard. Et je vais traiter une version abstraite du protocole où nous utilisons des canaux de communication sûrs plutôt que la génération de clés et le chiffrement. Plus spécifiquement, ici, dans cette variante du protocole, A génère un canal C qui sera privé pour A et pour B. A envoie ce canal AS sur un canal partagé CAS. S fait suivre ce canal à B sur un canal partagé CBS. Et ensuite, A et B peuvent tout simplement communiquer sur C sans avoir à chiffrer leur message puisque c'est un canal privé. Par exemple, A pourrait envoyer un message M tout simplement à B sur ce canal C. Comme je l'ai expliqué lors de la leçon inaugurale, nous pouvons représenter de tels systèmes dans des langages de programmation très simples que l'on appelle des calculs de processus, et plus spécifiquement dans le Picalcul, qui est un calcul de processus qui n'a pas été développé initialement pour étudier les problèmes de sécurité, mais qui est très utile à cet égard. Il permet de représenter des systèmes avec plusieurs composantes qui s'exécutent en même temps, c'est-à-dire en parallèle, et qui communiquent en s'envoyant des messages sur des canons qui ont des noms. En plus, le Picalcul inclut un opérateur new pour générer des canaux de communication frais, qui, au départ, sont des canaux privés pour ceux qui les inventent. Par exemple, dans le Picalcul, on peut écrire un programme, ce qu'on appelle un processus, qui génère un nouveau canal C et qui ensuite lance en parallèle un processus qui envoie le message M sur C et un autre qui est prêt à recevoir un message X sur C. X ici est une variable liée qui représente le message qui sera reçu. La valeur de X sera M une fois que le message aura passé. Plus officiellement, voici la syntaxe du Picalcul. Je ne vais pas trop m'attarder sur les détails pour ceux parmi vous qui n'auraient pas vu la syntaxe, mais pour ceux qui la voudraient plus fondamentalement, la voici. On distingue deux sortes d'expressions. Il y a d'une part les termes qui représentent les données, d'autre part les processus qui représentent les programmes. Parmi les termes, nous avons tout simplement des variables et des noms. Nous verrons plus tard que nous pouvons y ajouter des termes plus intéressants, par exemple des messages chiffrés. Dans les processus, dans les programmes, nous avons un programme nil qui ne fait rien et que je vais parfois omettre pour faire plus court. Nous avons un processus qui envoie un message N sur le canal M et puis fait P, un processus qui reçoit un message X sur le canal M et puis fait P, un processus qui génère un canal N et puis fait P, un processus qui exécute P et Q en parallèle, et enfin un processus que nous écrivons au point d'exclamation P, qui se comporte comme un nombre non borné de copies de P qui sont lancées en parallèle. Voilà. Donc avec cette syntaxe, nous pouvons déjà écrire le petit exemple que je viens de présenter. Nous avons tout d'abord le programme pour le participant A, qui est paramétrisé par son message M. Je vais supposer que A envoie un seul message M sur C à B. Ici, A génère son nouveau canal C, envoie le canal C par CAS vers S, et ensuite envoie le message M sur C. S est prêt à recevoir un message X sur CAS, message qui aura la valeur C, bien entendu, et ensuite à faire suivre X vers B sur CSB. Quant à B, il est prêt à recevoir un message X sur CSB, ce message sera C, et ensuite à recevoir un autre message Y sur X, et puis pour simplifier, disons, B ne fait plus rien. Et le système entier, paramétrisé par le message M, et la composition parallèle de S
AM et de B, avec des restrictions sur CAS et CSB, c'est-à-dire que CAS et CSB sont générés par cet opérateur nu, qui garantit que ce sont des canaux privés pour le système et qu'un attaquant ne peut pas écouter les messages qui passent sur ces canaux ou introduire des messages sur ces canaux. Donc, avec cette définition, nous pouvons déjà nous intéresser aux propriétés de sécurité du système, par exemple à la propriété de secret. On peut espérer que le message M qui est envoyé est bien secret, et c'est le cas. Cette propriété de secret peut être énoncée et prouvée formellement sous la forme d'une équivalence. Nous pouvons dire plus précisément que P de M et P de N sont équivalents pour tout message M et N, ce qui exprime que un attaquant qui interagirait avec P de M ou P de N ne peut pas voir de différence entre les deux. Je rendrai un peu plus précis cette notion d'équivalence dans quelques minutes, mais pour l'instant, à peu près n'importe quelle équivalence de programme, dont il y en a un certain nombre dans les calculs de processus, fera l'affaire. Mais je vous donnerai une définition dans un instant. D'autres propriétés de sécurité, comme des propriétés d'authenticité, peuvent aussi être présentées et prouvées formellement sous forme d'équivalence ou comme des assertions sur les comportements des programmes. Et nous verrons des exemples dans la démonstration de Bruno Blanchet. Pour aller plus loin, je veux traiter au moins brièvement la cryptographie. Pour l'instant, nous savons envoyer des messages sur des canaux sûrs, mais ces messages n'ont pour l'instant pas de chiffrement. Pour aller plus loin, nous voudrions pouvoir envoyer des messages chiffrés sur des canaux. Pour cela, heureusement, une extension relativement simple du pi-calcul est suffisante. Cette extension, que nous appelons le pi-calcul appliqué, nous permet d'avoir des termes comme le chiffrement d'un message sous une clé ou le déchiffrement d'un message sous une clé. Nous avons aussi la possibilité de générer des clés, mais ceci ne requiert même pas de nouvelles constructions dans le langage. Nous utilisons l'opérateur nu pour générer les clés, tout comme nous l'avons utilisé pour générer des canaux. Les symboles encrypt et decrypt ici sont des symboles de fonction et ils sont gouvernés, ils sont axiomatisés par des équations comme celle-ci qui dit que si on chiffre y sous x, puis on déchiffre en utilisant x comme clé, on retrouve bien y, équation traditionnelle. Une fois que nous avons cette extension, et à nouveau comme nous le verrons dans la démo de Bruno Blanchet, il est relativement simple de programmer des protocoles comme le protocole WMF et d'autres bien plus gros comme des variantes de SSL ou TLS. Ici, je montrerai un tout petit exemple. C'est ce processus-ci qui génère une nouvelle clé K, puis qui envoie un chiffrement de la constante 0 sous K sur un canal C. Le canal C n'est pas généré par un new, donc il est public, il peut être utilisé par un attaquant, mais parce que la clé est fraîche, l'attaquant ne peut pas déchiffrer le message qui a été envoyé. Dans cet exemple, ce qui est surtout intéressant, c'est que nous envoyons sur un canal public un terme qui contient une clé K, mais qui ne révèle pas la clé K. Le chiffrement d'un message ne révèle pas la clé utilisée pour chiffrer le message. Et ce type de situation ne se présente pas du tout dans le pur pi-calcul. Dans le pi-calcul tel qu'il a été défini par Milner, Walker et Parrot vers le début des années 90, on envoie un nom complètement ou pas du tout. Cette situation est donc nouvelle et présente un certain nombre de complications, mais aussi est tout à fait essentielle au pouvoir du pi-calcul appliqué et à son utilité pour représenter des protocoles d'authentification et autres.
Donc voici la syntaxe étendue pour le calcul appliqué. Pour les termes, c'est très simple, nous n'avons qu'à ajouter des applications de symboles des fonctions à des arguments. Pour les processus, nous ajoutons un conditionnel if m égale n, then p else q, qui teste si deux termes sont équivalents, puis fait p ou q selon s'ils le sont ou pas. Cette notion d'égalité de termes est dépendante d'une théorie équationnelle, c'est-à-dire d'un ensemble d'équations. Par exemple, nous pourrions avoir des symboles de fonction pair, first et second pour générer des paires et pour en extraire les premières et les deuxièmes composantes avec les axiomes que first de paire xy égale x, second est égal à y. Nous pourrions avoir des symboles pour le chiffrement et le déchiffrement avec l'équation traditionnelle ou encore pour le chiffrement et le déchiffrement asymétrique. Et là, il y a de nouveaux symboles de fonctions pk et sk pour générer des clés publiques et des clés secrètes à partir de valeurs communes, typiquement à partir de nombres aléatoires. Nous pouvons en outre imposer des équations supplémentaires, par exemple une équation qui serait vraie pour des variantes de RSA où le déchiffrement et le chiffrement commuteraient. Et nous pouvons aussi représenter, par exemple, le chiffrement probabiliste où la fonction de chiffrement a un 13e argument z, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines. Plein d'autres exemples sont assez simples à faire avec ce calcul appliqué. Nous pouvons traiter des max, des signatures digitales, de fonctions de hachage, le O exclusif, des fonctions d'exponentiation telles qu'elles sont utilisées pour Diffie-Hellman, ou encore des erreurs qui pourraient être générées par le déchiffrement sous une mauvaise clé, par exemple. Malgré cette généralité et ce pouvoir, la sémantique est assez simple. Comme je l'ai esquissé lors de la leçon inaugurale, la sémantique est donnée par des règles de réécriture qui montrent l'évolution d'un système d'un état à un état suivant. La règle principale est la règle de communication. C'est la règle suivante qui dit que si nous avons un processus où, en parallèle, une composante est prête à envoyer M sur C et puis faire P, et une autre composante est prête à recevoir un message X sur C et puis faire Q, dans un pas de calcul, nous pouvons nous retrouver avec P et avec Q, où on a remplacé la variable X par la valeur du message, c'est-à-dire par M. D'autres règles traitent notamment les conditionnels. Par exemple, cette règle dit que if m égale m, then p else q nous donne p, alors que si m et n sont différents, if m égale n, then p else q nous donne q. Maintenant que nous avons une sémantique, nous pouvons revenir à cette notion d'équivalence. Notion d'équivalence qui est définie à partir de la sémantique. C'est ce qu'on appelle une équivalence par test. L'idée, intuitivement, c'est que l'attaquant est une sorte de testeur qui interagit avec le système et veut le distinguer d'un autre système. Et nous disons que deux processus de programme P et Q sont équivalents si aucun test ne peut les distinguer. Si aucun test mis en parallèle avec P et avec Q ne peut mener à des comportements différents. Et pour ceci, il suffit de regarder comment le testeur envoie des messages sur un canal N fixé. Donc on dit que P et Q sont équivalents par test si pour un canal N donné, P en parallèle avec R peut donner un message, peut envoyer un message sur N, si et seulement si Q en parallèle avec R peut envoyer un message sur N. Cette équivalence, dont je suis conscient, elle n'est pas nécessairement si facile à comprendre, est très utile en sécurité
parce qu'elle nous permet d'exprimer un certain nombre d'équivalences qui correspondent à des propriétés de sécurité, notamment à des propriétés de secret. Par exemple, regardons ces deux processus. L'un envoie la constante 0 chiffrée sous k et l'autre la constante 1 chiffrée sous k. Eh bien, il s'avère qu'ils sont équivalents en utilisant cette définition, même s'ils envoient des messages différents sur le canal C. Mais un attaquant, un testeur R qui serait mis en parallèle avec ces deux processus, ne peut pas observer cette différence et réagir de manière différente à ces deux messages, ce qui exprime bien le secret du contenu des messages. Donc, il y a eu énormément d'autres travaux autour de la théorie du pi-calcul et du pi-calcul appliqué, et aussi sur des méthodes de preuve, dont des procédures de décision ou des méthodes plus ou moins automatiques. Je veux maintenant passer à une démo de Bruno Blanchet qui va nous montrer un outil très puissant pour faire des preuves dans le pi-calcul appliqué, ProVerif. Donc, merci Martin. Donc, je vais vous présenter une petite démonstration de cet outil automatique de vérification de protocole qui s'appelle ProVerif. Donc, pour cela, je vais utiliser un exemple de protocole très simple. Donc, en fait, une version simplifiée du protocole Wine-Mouse-Frog où j'omets les estampilles. Donc, vous reconnaissez probablement les messages que Martin vous a présentés tout à l'heure. Donc, le premier message ici, A, envoie au serveur S la clé fraîche K accompagnée de l'identité de B et chiffrée sous KS pour S. Et ensuite, S va recevoir le premier message, le déchiffrer et rechiffrer cette clé K sous la clé KBS. Et ensuite, on a une communication de messages chiffrés sous la clé K. Donc, pour vérifier ce protocole à l'aide de l'outil ProVerif, il faut tout d'abord le spécifier formellement dans le langage d'entrée de ProVerif. Donc, cette spécification, en fait, c'est essentiellement une version ASCII du pi-calcul appliqué, où au lieu d'utiliser des lettres grecques comme new, le nu, on va utiliser un mot-clé new. Donc, on commence par définir les primitives cryptographiques qui sont utilisées dans le protocole. Donc, ici, la seule primitive cryptographique, c'est le chiffrement symétrique. Et donc, on définit deux symboles de fonction encrypt et decrypt, qui sont tous les deux d'arité 2, donc ils prennent deux arguments, un message et une clé. Et ensuite, on a l'équation que Martin vous a donnée tout à l'heure, donc qui dit que si on chiffre le message Y sous la clé X et qu'ensuite on le déchiffre avec la même clé, on obtient bien le message clair Y. Ensuite, à cette étape-là, on définit un canal public C. Donc le canal C ici va être public, c'est-à-dire que l'attaquant peut écouter les messages sur ce canal et il peut aussi envoyer des messages sur ce canal C. On définit deux constantes A et B pour les noms des deux participants au protocole. Et enfin, on définit la propriété de sécurité qu'on souhaite prouver. Donc, ici, la propriété de sécurité que je vais prouver, c'est une propriété de secret sur les messages chiffrés sous la clé K, et donc qui sont envoyés entre A et B. Donc, pour ça, je vais définir deux constantes, payload A et payload B, qui représentent respectivement un message envoyé par A et un message envoyé par B. Et je vais me poser la question, est-ce que l'attaquant peut obtenir payload A et est-ce que l'attaquant peut obtenir payload B? Donc là, la propriété de sécurité qu'on prouve, c'est une propriété de secret, comme est-ce que l'attaquant peut calculer quelque chose. Ce n'est pas une propriété d'équivalence ici. Donc, enfin, la dernière étape consiste à modéliser le protocole lui-même. Et donc, on écrit les processus qui représentent les différents participants du protocole. Donc, tout d'abord, pour le participant A, on a ici un processus répliqué. Donc, vous connaissez la réplication du pi-calcul. Donc, ça veut dire qu'on a un nombre non borné de copies de ce processus A en parallèle. Donc, on va tester un nombre non borné de sessions du protocole. Et ensuite, A va créer une clé fraîche K et envoyer le premier message. Donc, ici, vous reconnaissez exactement le premier message du protocole. Et deuxième étape, A va envoyer, chiffré sous la clé K, son message payload A. Et donc, on va vouloir tester si ce message payload A est secret ou non. Ensuite, on a le processus pour le serveur S, donc qui est lui aussi répliqué.
le serveur reçoit ici un message sur le canal C qui contient une paire, donc qui va correspondre au message 1 du protocole. Le serveur va décomposer et vérifier le contenu de ce message-là. Donc la première composante de la paire HA doit être A, donc on teste cette condition. Ensuite, la deuxième composante de la paire, c'est un chiffrement, donc on va le déchiffrer avec la clé KS, et donc normalement on obtient la paire BK. Donc on va tester si la première composante c'est bien B, et la deuxième composante on ne peut pas la tester parce que le serveur ne la connaît pas, mais par contre on va l'utiliser. Dans le message 2, en fait, on va renvoyer le chiffré sous KBS de la paire A et K c'est la clé qu'on a reçue, la deuxième composante de la paire ici. Donc ici, vous pouvez remarquer que le serveur S ne parle qu'avec A et B, puisqu'on teste à chaque fois que les identités sont bien A et B. Donc ici, j'ai pris un modèle très simple. On pourrait avoir un modèle plus complexe dans lequel le serveur accepte de parler non seulement aux deux participants honnêtes A et B, mais aussi à d'autres participants éventuellement malhonnêtes. Mais bon, ici, je ne vais pas entrer dans ces détails pour rester très simple. Enfin, le dernier processus, c'est le processus pour B. Donc là encore, ce processus est répliqué. Il va recevoir le message 2, donc dans une variable Y. Il va déchiffrer ce message sous la clé KBS. Et ensuite, il obtient donc une paire, ici, HA-K. Il va vérifier que la première composante de la paire est bien A. Et il utilise la deuxième composante de la paire comme clé. Et donc il va envoyer sous cette clé K le message payload B. Donc, tout ceci est envoyé sur des canaux publics. Et enfin, on met tous ces processus ensemble. Donc la première chose à faire, c'est de créer la clé partagée KS entre A et S. Ensuite, la clé KBS entre B et S. Et enfin, on met en parallèle le processus pour A, celui pour S et celui pour B. Donc voilà, donc ça c'est le fichier qu'on va donner en entrée à l'outil de vérification Proverif. Et donc maintenant, j'exécute Proverif sur ce fichier. Voilà. Et donc ce que Proverif vous dit, c'est que le protocole est sûr. Donc Proverif lui donne une sortie texte et aussi une sortie HTML, donc qui sera peut-être plus lisible. Voilà. Donc, tout d'abord, vous avez juste des données internes, quoi. Et puis, vous avez la propriété que, ici, note attaqueur payload A est vrai. Donc, ça veut dire que l'attaquant ne peut pas avoir payload A. L'attaqueur payload A est faux, si vous voulez. Et note attaqueur payload B est vrai aussi, et donc l'attaquant ne peut pas avoir payload B. Donc là, on a prouvé les deux propriétés de secret que je souhaitais prouver tout à l'heure. Mais on peut aussi s'intéresser à d'autres propriétés de sécurité. Donc je vais prendre un deuxième exemple. Donc c'est le même protocole exactement. Et par contre, on a une propriété de sécurité supplémentaire qui est une propriété d'authentification. Donc ce qu'on souhaite montrer, c'est que si B reçoit une clé K, alors A a bien envoyé cette clé K. Et de plus, pour chaque exécution de B qui reçoit cette clé K, il y a une exécution distincte de A qui envoie cette clé K. Donc c'est ce qu'on appelle une propriété de correspondance injective à cause du fait que cette exécution est distincte. Donc on a une exécution de A pour chaque exécution de B. Et donc ça se formalise en fait avec des événements. Donc on introduit deux événements, B receives key K pour dire que B reçoit la clé K, et A starts with key K pour dire que A a commencé le protocole avec la clé K. Et on veut prouver cette propriété. Si B reçoit la clé K, alors A a commencé le protocole avec la clé K. Et la propriété d'injectivité est représentée par ce mot-clé EV-inj, inj pour injectif, donc pour dire que chaque exécution de B receives key K correspond à une exécution distincte de A starts with key K. Donc ces deux événements, ils sont définis en les ajoutant dans le code du processus. Donc dans le processus de A, on ajoute ici l'événement A starts with key K. Donc la clé K vient d'être générée et on exécute l'événement et ensuite on va envoyer les messages. Et de même dans le processus pour B, ici on a l'événement B receives key K.
donc qui correspond à la situation où B a bien décodé le message 2, et après il exécute l'événement avant d'envoyer le payload. Et donc maintenant, exécutons ce proverif sur cet exemple. Donc voilà. Donc maintenant, je vais reprendre la sortie HTML. Hop. Donc vous avez toujours au début les mêmes choses. Donc l'attaquant, proverif a bien prouvé les mêmes propriétés de sécurité sur le payload A et payload B, ça n'a pas changé. Et alors la propriété de sécurité sur la deuxième propriété ici. Donc le résultat, c'est que cette propriété de correspondance injective est fausse. Donc, mais par contre, on a une propriété plus faible qui dit que si B a reçu la clé K, alors A a bien envoyé la clé K, mais on n'a pas d'injectivité. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs exécutions de B pour une seule exécution de A. Et alors, Proverif vous donne une trace qui montre l'attaque contre cette propriété de correspondance. Donc, je vais vous montrer cette trace. Donc, cette trace, elle donne toutes les étapes qui sont exécutées par le protocole pour contredire cette propriété de correspondance injective. Donc ici, les points de programme en vert, en fait, correspondent aux points de programme dans le protocole tel qu'il est compris par Proverif. Donc, voilà l'affichage du protocole tel qu'il est compris par Proverif. Donc vous avez exactement le même protocole que dans le fichier d'entrée, à ceci près que les variables ont été renommées avec des numéros ici pour s'assurer qu'elles sont bien distinctes, mais sinon c'est le même code exactement que le code qui est donné dans le fichier d'entrée. Et donc dans cette trace, on va commencer par exécuter la création des clés KS et KBS aux deux premières lignes ici. Ensuite, on commence à exécuter une copie de A. Donc cette copie ici, elle est nommée A285, donc le nom n'a aucune importance. Ce qui est important juste, c'est savoir si c'est le même nom ou un autre nom, pour savoir si on est dans la même copie ou dans une deuxième copie de A. Et donc on va commencer par créer la clé K8 ici, la clé K. On exécute l'événement ESTA SwiftKey. Ensuite, on envoie le premier message à la ligne 6 qui correspond donc au chiffret de la clé K sous KS. Ensuite, on envoie le deuxième message qui correspond au payload chiffré sous la clé K au point de programme 7 ici. Donc là, on a fini d'exécuter A. Ensuite, on va exécuter B. Donc à la ligne 9, B va recevoir le message 1 qui vient de A. Ensuite, B va le déchiffrer. Et à la ligne 13, il va envoyer ce message 2, comme ici. Et après, vous avez une deuxième copie de B, en fait. Donc on a de nouveau une exécution de la ligne 9, mais dans une autre copie. B va recevoir le même message, qui donc en fait a été rejoué par l'attaquant. Et à la ligne 13, B va renvoyer sa réponse, qui est en fait toujours la même réponse, donc la clé K chiffrée sous KBS. Et enfin, on a les exécutions de B. Donc ici, B va recevoir le message 2, donc, qui est envoyé par le serveur. Il va exécuter l'événement B receives key K et il va émettre le chiffret de payload B sous K. Et cette exécution, elle continue. Donc, dans la suite, vous avez en fait une deuxième copie de B qui va recevoir le même message qui vient de la deuxième copie du serveur et qui va exécuter une deuxième fois l'événement B receives key K. Et donc, dans cette trace, vous avez une seule exécution de l'événement ESTA SwiftKey, mais deux exécutions de l'événement B receives key K, ici et ici. Donc, ça contredit l'injectivité, puisqu'on a deux exécutions de B pour une exécution de A. Et donc là, l'attaque, elle est obtenue en rejouant le message 1 qui est envoyé de A vers le serveur. Donc, on a deux copies du serveur et deux copies de B. On pourrait avoir une attaque similaire où le message rejoué, c'est le message du serveur vers B, et on obtiendrait de même deux exécutions de B receives key K. Donc,
ici, on a donc une attaque contre ce protocole. Donc, il existe des versions corrigées de ce protocole. Donc, déjà, la version avec timestamp est une façon de corriger le protocole. Une autre correction consiste à utiliser la version avec des nonces, dont Martin Abadi vous a parlé la semaine dernière, et donc qui peut être vérifiée également par Proverif, même si je ne vais pas vous en parler. Donc voilà, ça conclut ma démonstration. Je vais repasser la parole à Martin. Très bien, merci Bruno à nouveau. Donc, Proverif peut être utilisé, comme l'a fait Bruno, comme un outil séparé, mais il peut aussi être intégré dans des chaînes plus intéressantes, plus complexes d'analyse de protocoles. Dans des travaux au laboratoire de Microsoft à Cambridge et dans le labo commun avec l'INRIA, il a été intégré dans un système qui prend en entrée des programmes écrits dans des langages de haut niveau, dans le langage F# notamment, qui sont traduits vers le langage de Proverif, donc intellect du calcul appliqué, puis analysés symboliquement. Et cet outil est très puissant et a permis d'analyser de gros protocoles réalistes comme une version de TLS qui faisait à peu près 10 000 lignes. Donc c'est tout à fait puissant. Donc, pour terminer, je veux dire juste un mot sur ce qui se passe ces temps-ci en recherche dans ce domaine. Il y a grosso modo 4 grandes directions. D'une part, on continue à développer des modèles, des techniques de preuve et des outils pour analyser des protocoles. Par exemple, des outils qui s'appuient sur des systèmes de typage fins pour garantir la propriété de sécurité. D'autre part, on s'intéresse à faire des preuves toujours pour de nouveaux protocoles comme TLS ou des protocoles de Secure Multi-Party Computation que j'ai décrit la dernière fois. Troisièmement, on tente d'analyser des implémentations concrètes des protocoles écrits dans des langages de haut niveau comme F# ou comme C ou C++. Enfin, d'un point de vue un peu plus théorique parfois, on tente d'établir des rapports et parfois définir des combinaisons des méthodes symboliques que je viens de décrire avec des approches fondées sur des idées plus calculatoires qui traitent des probabilités et des complexités des attaques. Comme vous le voyez, un grand nombre des aspects de la sécurité en protocole et ailleurs sont devenus de plus en plus systématiques et scientifiques et difficiles. Donc, pour terminer, je vous suggère, comme toujours, quelques lectures. D'abord, pour des discussions générales de l'assurance et de l'évaluation, il y a un chapitre dans le livre de Ross Anderson. Il est un petit peu anecdotique, mais il est une excellente lecture pour l'été et je le trouve que c'est très intéressant. Il y a quelques années, en 2016, j'ai écrit des notes de cours sur les protocoles de sécurité et sur leur analyse. Et elles sont disponibles, elles contiennent un certain nombre de références bibliographiques qui pourraient vous être utiles. Plus récemment, il y a eu encore énormément de travaux. Là, je note juste un article que j'ai bien aimé sur l'utilisation des systèmes de typage pour analyser des protocoles qui est paru l'année dernière. Voilà, je vous remercie de votre attention aujourd'hui et tout au long du cours. On dit parfois que le problème de travailler les mercredis, c'est que ça gâche les 2 week-ends. Et il y a bien sûr du vrai là-dedans, mais j'étais tout de même très heureux d'avoir cette opportunité de donner ce cours au Collège de France. Merci.